Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire pour se préparer à PNTS et ICS2 avec ES1 Okiduty. Donc moi je suis Thomas Sanchez, je suis en charge du projet Okiduty. Et Alain, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, oui, je suis Alain Savinin, je suis responsable des places S1 de l'Axe Seine. Et on va vous parler aujourd'hui effectivement de l'import control system et plus précisément de sa nouvelle version qui est en cours de préparation du côté de la Direction Générale des Douanes. Donc, pour commencer cette session, je vous propose de faire un point sur ce que c'est que l'import control system, le contexte de sa mise en œuvre, ce que nous faisons actuellement et les services qui sont rendus sur ce registre par Sogeit ICS aujourd'hui et par S1 au niveau du CCS. Et puis, on ira jusqu'à les nouveautés que nous prépare la douane, Thomas. Et je vais tout de suite te donner la parole pour que tu nous expliques la genèse d'ICS. Oui, merci Alain. Alors, ICS, c'est une procédure qui a été initialisée au niveau mondial après le traumatisme qui a été vécu par les attentats du 11 septembre 2001. L'Organisation mondiale des douanes et l'ensemble des pays qui y adhèrent ont voulu développer un volet de sûreté et de sécurité au niveau de la protection des importations. Et le ICS, donc Import Control System, c'est la déclinaison européenne de la norme SAFE. Donc ce dispositif ICS, il consiste en l'annonce des marchandises avant leur entrée sur le territoire de l'Union, et il permet de faire des pré-contrôles et en particulier de vérifier s'il n'y a pas des marchandises qui sont trop dangereuses, pouvant même aller jusqu'à un contrôle et une interdiction à charger la marchandise. Aujourd'hui, les démarches ICS, elles sont dans notre produit historique qui s'appelle Sogeit Douane. Alors, pour reprendre un petit peu, la société Sogeit dans laquelle nous travaillons, Alain et moi, c'est une société dont le but est de connecter entre eux les acteurs portuaires et douaniers, et en premier lieu, les déclarants et les compagnies avec la douane. Sogeit, c'est une société qui a été créée en 1983, et dès 1984, il était possible, avec les systèmes Sogeit, de faire des déclarations SOFI. Suite à ça, les systèmes ont évolué, et au fur et à mesure des évolutions technologiques, la société Sogeit est partie sur deux branches. Donc vraiment le volet Port Community System avec Ademar, AP+, et S1, et le volet douane avec Sogeit Douane et maintenant Okiduty. Donc ICS 1 qui permet de faire l'ensemble des formalités, donc les ENS, les DSDT, la notification d'arrivée, sont dans notre outil Sogeit Douane historique. Et le ICS 2 qu'on va vous présenter ensuite sera dans notre nouvel outil qui s'appelle Okiduty. Merci Thomas. Donc effectivement, deux activités principales. Et pourquoi est-ce qu'on vous détaille aujourd'hui ces deux activités? Eh bien, vous l'aurez compris, il y a une partie qui va concerner la procédure qui est exilée d'un point de vue réglementaire sur l'introduction d'une marchandise sur le territoire de l'Union. Et d'autre part, le passage portuaire de la marchandise dans le port, effectivement, d'entrée de l'Union ou dans un port suivant. Qui touche en fait le passage que touche la marchandise pour être acheminée et être importée sur le territoire de l'Union. Donc on a deux rôles ici dans les schémas ICS et dans la présentation en douane de la marchandise. Un rôle d'éditeur de logiciels qui va permettre d'établir les déclarations de sûreté, les ENS, les Entry Summary Declaration, avec mon anglais très français. Et puis la notification d'arrivée sur les ports de l'Union de cette marchandise. Donc, très sommairement, pour vous rappeler les principes, on a cet ENS qui est produit avant le chargement de cette marchandise sur le moyen de transport qui va toucher l'Union, avec une analyse qui est faite par un système d'information douanier et qui va permettre
finalement le chargement de cette marchandise sur ce moyen de transport. Et une fois la marchandise en route, si je puis dire, vers l'Union, on a deux cas, soit le moyen de transport touche pour la première fois le territoire de l'Union et on a une notification d'arrivée de cette marchandise, de ce moyen de transport, pardon, qui doit être effectué dans les systèmes ICS. Et puis, on a le déchargement de la marchandise qui se fait sur un port équipé d'un CCS. Là, on a une présentation à faire. Et quand le port est équipé d'un CCS, eh bien, c'est le CCS qui va permettre de rendre ce service. Donc ça, c'est le schéma actuel, aujourd'hui assuré par Soget-Douane pour les ENS, et puis par ESWAN au niveau de la notification d'arrivée, avec une spécificité française qui était la notification d'arrivée dite 347 FR, pour être un petit peu technique. En fait, c'est un message qui était destiné à Delta Présentation et qui permettait de faire à la fois la notification d'arrivée du moyen de transport, quand on était premier port touché de l'Union, et à la fois la présentation en douane, donc la liste en fait des marchandises prévues déchargées sur le port équipé du CCS. Donc concrètement au Havre, si mon bateau touchait pour la première fois l'Europe au Havre, eh bien, le message produit par ESWAN vers Delta Présentation permet de confirmer l'arrivée du moyen de transport au port du Havre. Et on a ensuite la liste des MRN. Alors, un MRN, qu'est-ce que c'est? C'est la référence qui est donnée par la douane à la déclaration ENS qui a été produite en amont. Eh bien, on avait la liste donc de ces MRN qui sont aujourd'hui édités, publiés vers Delta Présentation. Donc, on va voir que dans les nouveautés exigées, j'allais dire, par la version 2 d'ICS, les choses changent un petit peu, c'est un petit peu plus séparé, un peu plus scindé, c'est mieux, c'est plus clair, je trouve, au niveau de ce traitement. Et Thomas va vous l'expliquer tout de suite. C'est moi qui parle de ça. Alors, c'est toi qui parle de ça. Alors effectivement, ICS2, c'est une téléprocédure qui a été qui est renforcée par rapport à ICS1. Le renforcement, il se veut en fait au niveau de la gestion des échanges commerciaux. Il y a un certain nombre d'informations qui n'étaient pas précédemment transmises dans les ENS, dans ICS1, qui vont l'être dans ICS2, et ça améliore justement cette capacité des États à faire l'analyse de risque, à contrôler la sûreté et la sécurité des marchandises. Et au niveau d'ICS2, on a parce que on entend souvent sur une double analyse de risque, c'est-à-dire qu'il y a à plusieurs étapes en fait du cheminement de la marchandise, il y a une analyse de risque qui est faite et qui permet aux États d'être meilleurs. Ensuite, il y a une autre particularité d'ICS2, c'est que nous allons transmettre vos ENS, donc à travers l'outil d'outils bien évidemment, directement au Common Repository, c'est-à-dire auprès de la Commission européenne, ce qui est une différence importante puisqu'avant, comme tous les autres types de déclarations, elles étaient transmises à la douane française et la difficulté que ça engendrait, c'est que par exemple, quand le premier pays touché était l'Espagne, derrière, au niveau de la douane française, il fallait faire une DSDT lorsque notre navire touchait la France. Ce ne sera plus le cas aujourd'hui avec ICS2 parce que justement, on envoie directement au Common Repository, donc on envoie directement le message ENS à la commission et l'information est ensuite partagée au niveau des douanes. Voilà, exactement Thomas. Donc la grande nouveauté, ce qui motive en fait la version 2 d'ICS, c'est que le système d'information douanier destinataire de ces données, c'est plus un système uniquement français, c'est vraiment une base de données commune européenne. Et donc, quand notre navire touche à la fois un port européen, un premier port européen, et que le port du Havre est un port suivant, eh bien, l'échange de données entre les douanes européennes concernées par le passage de la marchandise en Europe vont pouvoir être facilités, en fait. C'est ça. Tout à fait ça. Et effectivement, si on passe aux nouveautés, on en a parlé à l'instant, ce n'est pas tellement des nouveautés en termes de métier, de données. Effectivement, il y a quelques données supplémentaires, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires,
Mais le gros des changements se fait au niveau des échanges entre nos outils et les douanes et entre les douanes elles-mêmes. Les pays qui étaient concernés par le ICS basculent progressivement effectivement vers ICS 2. On a vu que la Norvège et la Suisse, par exemple, étaient aussi sur ICS 2, que l'Irlande du Nord faisait aussi partie du processus d'ICS 2. Donc, tous les pays s'y mettent et basculent sur ICS 2. Et c'est vraiment cette idée de connecter toutes les douanes ensemble, qui est l'idée originale d'ICS 1. Quand même quelques fonctionnalités supplémentaires, la possibilité d'invalider un ENS. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. On pouvait faire des amendements sur les ENS, mais on ne pouvait pas les invalider. Maintenant, on le pourra. Quelques données supplémentaires. Alors, la donnée qui nous est souvent signalée comme une donnée supplémentaire, c'est la nomenclature, un SH6 ou SH8. Qui sera transmise dans les ENS. Alors, ça effraie effectivement un certain nombre de prestataires, de gens qui font de la déclaration en douane. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on nous a posé la question par rapport aux différences qu'il pourrait y avoir entre la déclaration Delta I qui sera réellement faite sur le territoire et la nomenclature qui est portée par l'ENS. S'il y a des différences entre les deux, évidemment, d'un point de vue des contrôles de la douane, alors on n'a pas accès aux algorithmes spécifiques que la douane exploite pour faire ses contrôles, mais au niveau de ces contrôles de la douane, on s'attend à ce qu'effectivement, s'il y a une différence entre les deux, les contrôles soient plus fréquents sur cette marchandise. Maintenant, ce que la douane nous a dit, c'est que c'est quand même la déclaration Delta qui fera foi et que l'information de SH qui est portée sur l'ENS est une information statistique. Qui n'est pas un contrôle de cohérence strict qui va être effectué entre ce que vous allez pouvoir préciser en fait dans votre manifeste à l'importation, ce que vous soumettez à la douane aujourd'hui au Havre, et la déclaration d'importation détaillée qui va être produite par le déclarant au niveau de Delta I. Il y a effectivement sûrement une lecture qui sera faite par le système d'information douanier pour vérifier quand même qu'il y a une cohésion entre les deux, mais un contrôle de cohérence strict à ce niveau-là, en tout cas, je ne pense pas. C'est ça. C'est en tout cas ce que nous ont dit la douane lors de leurs différents communications qu'ils ont fait avec nous, ateliers. Effectivement, on travaille beaucoup avec la douane. On a des ateliers réguliers, que ce soit pour ICS2 ou pour PNTS ou même pour d'autres sujets. On se réunit régulièrement avec la douane pour voir comment on va faire communiquer ensemble, en particulier les manifestes et PNTS pour simplifier la vie de tout le monde et que ça ne soit pas des démarches différentes, mais que juste l'émission du manifeste permette de faire nos démarches PNTS. Et par rapport à ICS2, on a des ateliers aussi, mais qui concernent plus effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les échanges de flux qui seront désormais vers la Commission européenne et plus vers la douane française spécifiquement. Merci Thomas. Donc les nouveautés PNTS. Alors qu'est-ce que c'est que ce PNTS? Alors PN et TS. PN, c'est en fait la notification de présentation en douane de la marchandise, et TS, c'est la déclaration de dépôt temporaire, donc de stockage temporaire de la marchandise dans le vue. Donc concrètement, comment ça se met en musique tout ça? Eh bien, on le disait en introduction, ICS2, PNTS, c'est deux chapitres en fait de la présentation en douane de la marchandise. Quand on est premier pas d'entrée dans l'Union au niveau du moyen de transport, on aura la notification d'arrivée du moyen de transport qui sera réalisée ou à réaliser dans ICS2. Donc dans un outil de votre choix, et un outil formidable qui est Okidouti, par exemple, permet de traiter ça d'une manière complètement fluide. Et d'autre part, on a effectivement la présentation en douane au sens prise en charge de la marchandise au port. Et là, il faut qu'on détaille un peu plus les choses. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, presque sans le savoir, au niveau de la soumission des manifestes qui est réalisée au moyen des sous. Donc, cette soumission du manifeste
qu'est-ce qu'elle va permettre aujourd'hui dans le chapitre PNTS? Eh bien, ça va permettre de produire vers la base de données douanière une déclaration, un message, un nouveau message qui est la déclaration de dépôt temporaire. Donc, d'un point de vue métier, en fait, ça change strictement rien en ce qui concerne ce que vous connaissez aujourd'hui sur la procédure du passage portuaire à l'importation. Je vais intégrer mon manifeste dans S1, je vais soumettre en douane ce manifeste et cette soumission en douane va permettre d'envoyer vers la douane un nouveau message qui s'appelle la déclaration de dépôt temporaire DDT. Elle est obligatoire et elle est obligatoire dans tous les cas. Donc ça, c'est un postulat, j'allais dire, de départ, que la marchandise entre dans une installation de stockage temporaire ou dans un entrepôt de type douanier différent, et l'ADT, hein, pour ne pas les nommer, eh bien, on doit faire cette démarche de produire une déclaration de dépôt temporaire. C'est vrai, et je trouve que c'est bien plus simple, en fait, d'un point de vue formalité et flux à envoyer. On a toujours le même type de message à envoyer vers la douane à partir du PCS, que ce qu'on soit premier port d'entrée, port subséquent, qu'on entre sur un IST, etc. On a toujours la même démarche à faire, et cette démarche, elle est déduite du manifeste envoyé par la compagnie. Voilà, et on a de la chance quand on est sur un port équipé d'un CCS parce que la démarche, effectivement, sera facilitée au moyen de ce Port Community System. Donc, concrètement, je suis agent maritime, je suis courtier qui agit pour le compte d'un agent maritime, je soumets en douane mon manifeste au moyen des SWAN, ça produit une DDT vers le système d'information douane. Alors, sur les délais d'appurement d'une marchandise sous douane, on est strictement dans le même registre qu'aujourd'hui. Rien ne change. On a 90 jours pour obtenir une destination douanière au niveau de cette marchandise sous douane. Ce délai de 90 jours, il est calculé par S1 à partir du moment où on intègre le premier vue à quai connu sur cette marchandise, donc la première entrée dans le dépôt temporaire de la marchandise. Et si on est sur un magasin qui a un statut et l'ADT un petit peu plus différent, eh bien le délai est plus court. On a 6 jours hein, pour effectivement produire les choses. Vous savez, c'est exactement les délais qu'on a aujourd'hui dans S1 quand on parle de manifeste provisoire et de manifeste définitif. On a un laps de temps où on a le droit de traiter des différences ou des chargements par rapport à l'annonce. On a le temps de pouvoir même anticiper parfois du dévoilement. Donc tout ça, c'est évidemment toujours possible et ça reste possible, mais le simple clic sur la soumission du manifeste dans les soins produit plus de choses qu'aujourd'hui. Pour en revenir à ce qu'on a connu pour certains dans MP+, et le IE 347 FR qui a été généralisé suite à une demande du GAM au Havre, la même procédure sera mise en œuvre également dans les soins. Aujourd'hui, vous savez que quand vous soumettez un manifeste, eh bien, on produit vers Delta Présentation le IE 347 FR et les flux sont aujourd'hui encore, on peut les suivre encore dans un P+. C'est exactement pour cela que nous n'avons pas développé le module IE 347 dans S1 sur l'axe SEM. On savait effectivement qu'au niveau de planification au projet douanier, ICS2 et PNTS étaient en préparation. Et donc, on a préféré se consacrer avec des ateliers spécifiques avec la direction générale sur ces sujets-là pour vous permettre, dès que ce sera possible, de traiter le sujet PNTS depuis S1 intégralement. Merci Alain. Donc, par rapport à notre schéma, effectivement, si on peut résumer ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, on voit que la manière de fonctionner avec ICS2 et PNTS est vraiment simplifiée en termes de ce qu'on va devoir faire en termes de cinématique des flux par rapport à ICS1. Donc vraiment en amont du chargement des marchandises, on doit transmettre ces ENS dans le système qui s'appelle ICS2, donc qui sera proposé par la plupart des outils douaniers dans Kiduti. À l'arrivée du navire dans l'Union, on fait une notification d'arrivée, à nouveau dans ICS2. Et ensuite, pour tous les ports touchés et pour les marchandises qui déchargent, on fait notre déclaration de dépôt temporaire et notre présentation de la marchandise. Avec une petite spécificité, c'est qu'il est possible d'envoyer un seul message pour faire ces deux formalités. Oui.
Tout à fait. Ça évite les doubles saisies, ça permet d'avoir de redondance par rapport au message, parce qu'une intégration de message, on sait que parfois ça peut ne pas être si fluide. Donc avec un seul message, on a une traçabilité beaucoup plus facile et on peut traiter plusieurs objectifs dans un même message. Donc on a à la fois du dépôt temporaire. La déclaration de dépôt temporaire peut être anticipée, elle peut être combinée avec la notification d'arrivée des moyens de transport. Tout ça, on vous l'expliquera au fur et à mesure de l'avancement du projet. On continue aujourd'hui des ateliers avec la Direction générale des douanes sur ces sujets. Et donc, au fur et à mesure que les tests nous permettront d'avancer, nous vous proposerons une participation pour ceux que ça intéresse. Et par rapport à ça, effectivement, un sujet qui est important pour nous, c'est que la douane nous dit que lorsque l'ensemble du système sera déployé, les BAE dans le delta I ne seront pas attribués si les démarches précédentes ne sont pas faites. On le sait aujourd'hui avec des déclarations delta G. Les déclarations delta G obtiennent des BAE et permettent de sortir des marchandises, même si les formalités ICS1, donc les ENS, ne sont pas envoyées. Donc c'est pas bien, on n'a pas le droit de ne pas envoyer ces démarches ENS, mais ça ne bloque pas, ça n'empêche pas d'avoir un BAE. Voilà. Ce que nous dit la douane, c'est que quand tout sera déployé, le Delta I, le ICS2, le PNTS, dans Delta I, on n'obtiendra pas son BAE si on n'a pas fait ces démarches PNTS, et les démarches PNTS devront, elles, être faites après que les démarches ICS2 sont faites. On parle d'un chaînage complet de la chaîne logistique, et c'est ça aussi qu'apporte cette nouvelle procédure, c'est que, alors la douane nous dit que à partir des informations obtenues dans un système, on pourra alimenter les démarches suivantes. Donc les delta I pourront potentiellement être alimentés par des informations issues de PNTS. Alors avec S1, effectivement, c'est très facile, puisque entre OkiDuty et S1, on peut l'interopérabilité. On peut générer des déclarations dans Delta I via OkiDuty à partir d'informations issues de S1. Mais apparemment, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire nos déclarations de dépôt temporaire et les présentations à partir d'informations issues de ENS. Oui. Les ENS qui ont été faits en amont du démarrage de la marchandise. Alors, d'un point de vue planning, ce qu'on a comme calendrier prévisionnel, peut-être Alain. Oui. Alors le calendrier prévisionnel, il commence par quelque chose qui est déjà commencé depuis 2021. C'est vieux pour les expressistes aériens. Effectivement, ICS2, ça a d'abord été déployé pour cette population. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. La douane l'a expérimenté depuis plusieurs années en ce qui concerne les flux express pour l'aérien. La prochaine étape qui va vraiment intervenir, là, c'est au mois de juin 2023, donc de cette année, et ça va concerner les flux aériens, d'importation aérienne complet. Donc le fret postal par avion complet va être déployé totalement au niveau d'ICS2. En octobre, toujours pour l'aérien, eh bien, le module PNTS, donc la présentation de la marchandise, sera également déployé. Et nous, en ce qui concerne donc l'axe Seine plus précisément, et d'une manière générale, le monde maritime, mais aussi les importations par rail ou par route, mais ici sur l'axe Seine, on n'en a pas, évidemment pas. C'est un déploiement, qui va débuter en juin 2024. Donc on a du temps pour préparer tout ça. Mais tout de même, on souhaite vous intégrer dès aujourd'hui dans ce projet, puisque les travaux débutent avec la Direction générale des douanes. Pour résumer les choses, mon cher Thomas, donc on a une partie pré-dédouanement que je vais qualifier d'ICS qui se situe au niveau de OkiDuty, donc dans un outil logiciel, effectivement, qui permet de produire les ENS. On a la partie présentation en douane qui va intervenir au niveau de vos portes community system préférés au Havre, donc c'est S1. La nouveauté par rapport à cette prise en charge douanière, c'est qu'on va produire un message dont la granularité va être différente par rapport à celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je l'indiquais en début de séance, la granularité est au niveau du manifeste. Donc, quand le navire est confirmé arrivé au port, on envoie la liste des MRN des ENS qui sont à décharger au Havre. Demain, nous enverrons une déclaration de dépôt temporaire
par contrat de transport, donc par BL maritime. Pour chacun des BL concernés par la demande d'autorisation de déchargement, une DDT sera produite par ESWAN, envoyée vers le système d'information douanier, et le système d'information douanier lui attribuera une référence avec une décision douane, un OK douane en quelque sorte. Et comme l'indiquait Thomas, au niveau de la procédure de dédouanement détaillée, d'importation, eh bien, il faudra produire au niveau du document précédent les références des documents de prédédouanement effectués, donc l'ENS, la DDT, en fonction des flux. Et c'est ça, on avait déjà eu une petite expérimentation à ce niveau-là où la validation automatique de déclaration sur l'événement arrivée navire, donc au passage de la bouée, pouvait se faire que si on avait renseigné le MRM de l'ANS dans la déclaration de data. C'est trop technique pour aujourd'hui, mais dans l'idée, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit ICS2 ou PNTS, c'est intégralement couvert par les outils SOGET. Il n'y a pas besoin d'être connecté directement avec la douane ou de faire d'autres types de connexions par ailleurs. Vous pourrez transmettre vos messages et faire vos obligations et vos formalités directement avec les outils SOGET. Pour les compagnies maritimes qui utilisent déjà les services de SOGET d'une manière EDI, j'entends au niveau de l'intégration des manifestes dans ESWAN, eh bien le service sera évidemment assuré également pour ce qui concerne la DDT. La DDT, en fait, elle est produite depuis votre manifeste. On découpe en quelque sorte ce manifeste en documents singuliers par BL précisé. S'il y a des ajustements à faire, tout cela, on vous en reparlera. Il y aura des amendements, effectivement, qui seront destinés aussi à la douane. Nous pouvons donc vous donner très prochainement un détail des futurs guides qui seront mis à disposition. On travaille actuellement avec la douane pour justement les coordonner avec leur service informatique pour pouvoir répondre aux besoins. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez commencer à poser vos questions directement dans le chat. En attendant, puisqu'on a un petit peu de délai par rapport à la réception des questions, on va répondre aux questions que vous nous avez envoyées par mail lorsqu'on vous a transmis les invitations. La première, c'est la question est-ce que Okiduty sera obligatoire si oui, quels sont les frais de mise en place? Alors, le Okiduty vous permet effectivement de répondre à l'exigence réglementaire de ICS. Et c'est la procédure ICS2 qui, elle, est obligatoire et Okiduty permet d'y répondre. Mais effectivement, vous pouvez utiliser d'autres outils que celui-ci pour faire vos démarches ICS2. Ce qui n'est... Alors, c'est possible, mais ce n'est pas forcément optimal, puisque les interconnexions qu'on a entre les différents produits qui sont édités par SOGET permettent justement de simplifier les échanges, d'avoir des démarches facilitées par rapport à ça. La question des frais de mise en place, alors le sujet n'est pas encore sur la table d'aujourd'hui parce que comme vous l'avez vu dans le schéma, la partie ICS2 maritime, alors initialement prévue en mars, mais la douane a demandé un report à la commission, donc on serait plutôt entre 2 juin et octobre. On n'est pas encore sur le sujet aujourd'hui, mais effectivement, pour répondre à la deuxième question, est-ce que les fichiers EDI seront impactés et est-ce qu'il y aura des segments modifiés? Alors oui, les fichiers EDI seront impactés et vous aurez les informations des tarifs et des guides justement EDI en amont. Vous ne les aurez pas au dernier moment lorsque ça démarrera. Donc on reviendra vers vous sur ces sujets-là. Mais effectivement, les EDI seront impactés. Comme l'a dit Alain, vous pourrez continuer à envoyer vos EDI comme aujourd'hui. Le plus possible, on va essayer de récupérer des informations de vos EDI actuels. On continuera à traiter les EDI traditionnels que vous faites, c'est-à-dire les EDIFACT, les XML que vous faites aujourd'hui vers nos différents systèmes. Et la petite spécificité en plus qu'on va proposer avec ICS2, c'est qu'on vous proposera aussi des API pour ceux qui le souhaitent, nous envoyer des informations par API. Voilà, donc on peut déjà dire effectivement que
les échanges EDI vont évoluer. Ce que vous nous envoyez aujourd'hui et qui permet de faire la présentation, évidemment, ça ne change pas à ce niveau-là, mais on sait que la douane va répondre aussi à ce qu'on va envoyer au niveau des DDT ou à ce que vous enverrez au niveau des ENS. Donc, s'il y a des décisions de contrôle, donc des messages vont être émis par la douane. Ces décisions de contrôle, si vous êtes opérateur économique agréé, vous aurez le droit, vous serez habilité de les recevoir. Donc, il y a peut-être effectivement des services à imaginer pour que vous puissiez intégrer facilement dans vos systèmes d'information cette décision de contrôle. On sait aussi que si des amendements sont nécessaires, tu évoquais tout à l'heure les codes SH, des choses comme ça, en fonction des exigences de la douane, eh bien, vous aurez peut-être effectivement d'autres messages aussi à faire évoluer et à construire avec nous pour qu'on puisse répondre à l'exigence réglementaire. Mais là, il est trop tôt pour qu'on en parle ce matin. On saura ça quand on aura effectivement la validation des guides douaniers qui nous sera exprimée. Donc la question suivante, y aura-t-il des phases de test? Alors oui, bien évidemment, on fait toujours des phases de test, des phases pilotes, que ce soit au niveau de S1 ou au niveau d'Okiduty. Au niveau d'Okiduty, par exemple, on a une phase pilote Delta-I, donc Okiduty avait été sélectionné pour être le pilote sur Le Havre pour les déclarations Delta-I. C'était prévu au 15 juillet, c'est reporté par la douane à une date ultérieure. Mais effectivement, on est toujours impliqué dans les phases de test douane le plus tôt possible, les phases pilotes le plus tôt possible, et même on est consulté dans la conception des échanges avec la douane. Donc à ce niveau-là, oui, il y aura des phases de test, des phases pilotes, et des appels aux pilotes seront faits ultérieurement. La question suivante, les fichiers EDI seront-ils modifiés avant la mise en place effective? Mise en prod faite un deadline final. Alors, j'y ai répondu un peu plus tôt, j'avais pas vu la question. Oui, on fournit des guides en amont, bien évidemment. On essaye de maintenir le plus possible les flux existants selon leur format existant. Maintenant, on en parlait. Par exemple, le message d'invalidation, il n'existe pas aujourd'hui. Donc, il va falloir le créer de toutes pièces. Donc, ça, c'est des choses qui seront nouvelles. Effectivement, on vous transmettra un guide des messages en amont. Voilà, puis il y a des flux alternatifs auxquels il faut qu'on réfléchisse avec la douane, les annulations d'escale, les manifestes déjà déposés qu'il faut invalider, la DDT, on les invalide, est-ce qu'on fait de la réaffectation de voyage sur ces messages-là? Enfin, vous voyez, quand on tire la ficelle, il y a beaucoup de choses encore à mettre en œuvre, mais on a le temps. Et la dernière question que l'on avait reçue en amont, c'est le biais des transmissions sera-t-il toujours en EDI pour Sogec pour retransférer vers la douane comme les ENS actuels? Alors, effectivement, on y a déjà répondu d'une certaine manière, on a déjà dit qu'on allait aussi proposer des API. Mais ce qui est important de retenir, c'est que vous n'avez pas besoin, effectivement, de vous connecter à d'autres systèmes en plus que les systèmes vers lesquels vous envoyez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous envoyez vers un Sogec Douane et vers un S1. Ce seront aux mêmes endroits que vous allez déposer vos fichiers EDI pour le Okiduty et pour le PNDS dans S1. Et c'est au même endroit que vous allez continuer à envoyer vos fichiers. Il n'y a pas de nouvelles connexions à faire, il n'y a pas de nouvelles choses qui ne sont pas couvertes par les outils Sogec et pour lesquels qui demanderaient que vous vous mettiez en contact avec d'autres personnes. On est bien. Sogec fait l'interface, j'en ai parlé tout au début, mais c'est la raison d'être de Sogec, la raison initiale. Sogec fait l'interface avec les douanes sur l'ensemble de la téléprocédure. Toutes les formalités sont couvertes. Oui. De la même façon, si on a une marchandise, puisqu'on est sur l'axe Seine, qui décharge au Havre et qui est prévu faire plusieurs séjours dans des IST différentes, dans des dépôts temporaires différents, eh bien, on va générer effectivement des messages en fonction de l'appurement douanier qui évolue pendant ce passage portuaire. Donc, si vous avez un conteneur qui doit décharger sur un terminal portuaire et qui va être transféré sous surveillance douanière vers un autre dépôt temporaire, on va évidemment tracer ce conteneur. La DDT sera émise en fonction des exigences de la douane sur chacun de ces lieux et jusqu'à l'appurement pendant les 90 jours que j'évoquais tout à l'heure. C'est ça, donc on vous réinvite, si vous le souhaitez, à nous poser une question par le petit chat et le petit bouton à droite de votre écran.
On peut aussi recevoir, évidemment, continuer à recevoir vos questions par mail, il n'y a pas de souci, que ce soit par l'espace client ou par vos contacts habituels, n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Que ce soit des questions vis-à-vis de KidiOutil, de S1, de la manière dont on va implémenter ces différentes choses et dont on est en train d'implémenter ces différentes choses dans les outils, ou même pour votre envie d'être pilote à une échéance quelconque. N'hésitez pas à nous le dire aussi. Je sais que c'est pas forcément évident de poser des questions, de poser des questions devant tout le monde, donc vous pouvez aussi nous envoyer directement. Je le comprends très très bien. Alors pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. On va peut-être attendre. On peut attendre quelques instants si on a quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire? Bah écoute, à ce stade du projet de ISPS2 PNTS, je ne pense pas, Thomas. Je pense qu'on a été peut-être rapide, sûrement trop rapide, mais on a été assez exhaustif sur les principes d'ICS2 et de PNTS. Donc, les choses qu'il faut retenir, hein, je les répète, structure des messages qui peut évoluer d'un point de vue technique suite à des exigences réglementaires, la granularité de la déclaration de dépôt temporaire qui n'est plus un monobloc manifeste, mais à chaque BL prévu déchargé au Havre, et puis ensuite la gestion des flux, donc décision de contrôle de la douane ou pas, et détermination du BAE final en fait à l'importation, qui peut être structuré à partir des données de l'ENS ou de la déclaration de dépôt temporaire. Et du coup, avec vraiment une facilité éclatante lorsque le port est équipé d'un PCS, puisque les formalités PNTS sont faites à partir des informations du manifeste. Exactement, ça évite les doubles saisies, les doubles flux EDI, plein de choses, c'est bien. C'est vrai que c'est très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions, donc je vous réinvite à nous envoyer vos questions par mail ou par l'espace client. Et je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir pour aujourd'hui. Au revoir et merci. Merci, au revoir. Une question. Une question. Ah, interception de la question. Oh là là. Alors, Alain, je te lis la question. S'il te plaît. La vérification du 347 sur AP+, n'est plus possible. Oui. Où pouvons-nous vérifier? Alors, le 347, il est en train de vivre ses derniers instants. Donc, elle est toujours possible, cette vérification du 347 FR, donc la notification d'arrivée. Si vous avez un souci particulier sur une escale précise, écrivez à help@sogec.fr, on regarde, l'équipe support va pouvoir examiner votre cas. On laisse brancher le IE347FR jusque, je disais, au moins juin 2024 pour le moment. Mais dès que les premiers tests de la DDT seront possibles, on vous proposera, si vous le souhaitez être pilote, pouvoir expérimenter le suivi du dépôt de la déclaration de dépôt temporaire au moyen des SWAN directement. D'accord, donc là, pour PNTS, on verra tout dans les SWAN, on pourra faire son suivi dans les SWAN. Ah oui, AP+. Donc on a hâte d'y être. Voilà, tout à fait. Très bien. Je te remercie, Alain. Si j'ai pas d'autres questions, je vais vraiment ce coup-ci vous souhaiter un bon appétit. Moi aussi, je vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Au revoir.